Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Back Issues du reconfinement, votre pastille quotidienne sur First Print pour vous faire découvrir des comics à ne plus savoir qu'en faire à part les lire bien entendu, et ce n'est que la 5e fois que je fais cette blague en ouverture du format. Sur 27 émissions au total, je trouve que la performance est assez honorable. Merveilleux. Bonjour Corentin, puisque voilà, c'est Corentin qui est avec nous une nouvelle fois Hey, aujourd'hui. Tu vas bien? ça va et toi? Super, cool, très bien. Ouais. Eh bien écoute, je crois que petit à petit, on approche peut-être de la fin des back issues du reconfinement, hein. On verra bien si au 1er décembre, on aura le droit de ressortir de chez nous plus ou moins. Mais je crois qu'une autre émission quotidienne se prépare pour le mois prochain. Donc en fait, ça va pas changer grand-chose. On ne s'arrête jamais. Quel enfer. Allez, Corentin, aujourd'hui, Corentin, donc, tu es journaliste, tu fais des critiques en ce moment sur Comics Blog. Tu es également avec moi, hein, sur First Print depuis les débuts. Et j'ai envie de te présenter par un angle particulier que peut-être les gens qui nous écoutent ne connaissent pas. C'est-à-dire que t'es un peu obsessionnel, tu vois. T'as un peu des obsessions dans la vie, comme j'ai envie de dire, comme beaucoup de gens. Uh-huh. Et grosso modo, alors je me permettrai un petit peu de grossir le propos, mais on peut dire que tu es un peu obsessionnel avec deux auteurs de comics. D'un côté Frank Miller et de l'autre Alan Moore. Et j'ai envie de dire que aujourd'hui tu vas nous parler d'Alan Moore, mais tu ne vas pas nous parler de Watchmen, et ça c'est déjà une petite victoire en soi. C'est un peu un vrai changement, quelque chose qu'on n'a pas qu'on n'a pas l'habitude. Allez, je te taquine bien entendu, mais aujourd'hui donc Corentin, tu vas nous Tout le monde ses tu obsessions. vas Hein. nous Toi, présenter. toi, c'est Starfire, moi c'est Alan Moore. Voilà, chacun ses C'est trucs. vrai, Hein. c'est vrai. Chacun ses bails. Alors aujourd'hui, Corentin, tu vas nous présenter le Miracle Man d'Alan Moore, Miracle Man. donc sorti. Hein? Non, le Miracle Man, ouais, le Miracle Man, ouais, tout à fait. Continue, Oui, bah excuse-moi. écoute, pardonne-moi mes erreurs de prononciation, et présente-nous plutôt ce titre mythique. Ouais, alors effectivement, alors c'est un personnage qui est assez intéressant, Miracle Man, ou Marvel Man, comme il s'appelle au départ dans son édition britannique. C'est un personnage en fait qui représente à la fois les à-côtés de la culture super-héros et l'interconnexion, on va dire, entre les personnages. C'est-à-dire qu'au départ, Marvel Man, il apparaît parce que il y a un éditeur de comics britannique qui s'appelle L. Miller and Son qui publie des reprints de Shazam, donc le personnage de Fawcett Comics, Billy Batson, qui crie Shazam pour devenir le super-héros que tout le monde connaît, le Captain Marvel. À l'époque de la guerre, justement, enfin peu de temps après la guerre, les envois sont coupés entre le Royaume-Uni et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, pardon, les États-Unis, et du coup l'éditeur qui faisait tout son beurre avec le personnage de Shazam se retrouve un petit peu coupé de sa principale rente de pognon, et du coup décide de commander un auteur qui s'appelle Mick Angelo, un personnage qui serait inspiré par Shazam. C'est-à-dire qu'à l'époque ça se faisait beaucoup, c'est vrai que le gimmick du personnage enfant qui crie un mot, quel qu'il soit, pour invoquer des pouvoirs, etc. Ça s'était déjà vu avant. On avait aussi le personnage de Kid Eternity, pardon, qui justement lui criait Eternity et faisait invoquer un personnage de l'histoire, Napoléon, César, etc. En l'occurrence, chez donc L. Miller and Son, le personnage de Marvel Man, du coup, lui crie Kimota, donc qui est le mot atomique à l'envers, enfin phonétiquement à l'envers, pour devenir le Marvel Man. C'est-à-dire qu'au demeurant au quotidien, c'est un personnage voilà, tout à fait civil, qui est adulte, contrairement à Billy Batson, qui va avoir aussi, comme Captain Marvel un petit peu, sa propre famille de super-héros connexes. Donc il va y avoir Kid Miracle Man, enfin Kid Marvel Man, Young Marvel Man, etc. Et donc ces personnages-là vont vivre une aventure britannique comparable à ce qui va se passer pour Billy Batson aux États-Unis. Sauf que très vite, du coup, l'affaire s'arrête. L. Miller and Son va s'arrêter très rapidement. Et comme ça se faisait beaucoup à l'époque, les catalogues vont être rachetés. Les catalogues des personnages vont être rachetés par des éditeurs plus gros qui, eux, ont survécu à la crise des comics, à la crise des super-héros, etc. Un bond dans le temps plus tard, dans les années 80, Marvel UK, donc Marvel United Kingdom, donc la branche anglaise de Marvel, se lance un petit peu justement dans le bain avec des personnages bien à eux. C'est des personnages qui n'existent pas aux États-Unis, qui n'appartiennent que à Marvel UK. Ils avaient négocié un contrat comme ça avec Marvel pour faire à la fois des reprints des super-héros américains, mais aussi pour créer leurs propres héros.
Donc il y avait Union Jack, il y avait évidemment Captain Britain, donc sur lequel Alan Moore passera aussi, hein, évidemment, pour créer ce qu'on va appeler le multivers et la Terre 616. C'est de là que ça vient, hein. Ça vient effectivement d'Alan Moore, ça vient du côté Captain Britain qui découvre un petit peu les réalités parallèles. Et il va aussi créer donc Marvelman, qui est considéré un petit peu comme justement un ancêtre de Watchmen. Donc tu vois, quelque part j'en parle un petit peu, puisque il va prendre un petit peu ce qu'il fera aussi sur Swamp Thing plus tard, c'est-à-dire le côté interroger un petit peu les figures du Golden Age, les mensonges de la mythologie des super-héros. C'est-à-dire que Alan Moore est profondément, comme on le sait, anti-super-héros, il est contre l'idée des hommes providentiels, il est contre l'idée qu'un surhomme peut et doit gouverner le monde, la paix, etc. Donc, quand il prend en fait Marvelman, qui à l'époque donc s'appelle bien Marvelman, hein, il le retrouve après des années sans super-héros, enfin sans super-pouvoir, pardon, le personnage civil du coup qui a un peu oublié qu'il était Marvelman et qui un jour se réveille et s'aperçoit qu'il a encore ses pouvoirs. En criant Kimota, il redevient Marvelman, et là en l'occurrence c'est plus une aventure juste de super-héros qui bastonnent des super méchants. Tout à coup, en se réveillant, il bouleverse un petit peu l'ordre mondial, il rappelle un petit peu justement à ses anciens ennemis qu'il est encore là, et pour certains de ses anciens compagnons, la transition n'a pas été aussi facile. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un jour décidé d'arrêter de dire le mot Kimota parce qu'ils s'apercevaient que quand ils devenaient super-héros, il devenait plus méchant, plus dangereux, etc. Donc ça va être un petit peu le départ d'une charge de Moore contre les surhommes, contre vraiment la théorie de Nietzsche, de l'Ubermensch, etc. Et ça va aussi permettre à Moore de dire en fait que que tout le Golden Age, grosso modo, était un truc fantasmé, un truc fictionnel. C'est-à-dire que quand on avance dans l'histoire de Marvelman, tu découvres que toutes les aventures qu'il a vécues à l'époque sont des fictions, en fait, que ces personnages-là ont été... c'était des civils qui ont été capturés par le gouvernement, qui voulaient créer un surhomme, et qu'on leur a injecté en suspension, enfin dans leur situation de coma, on va dire, des faux souvenirs, un petit peu comme dans Blade Runner, qui leur ont fait croire qu'en fait ils ont vécu des aventures qui sont en fait celles des comics. Donc il y a toujours cette espèce de rapport un peu méta, etc. Puisqu'en plus le docteur qui va créer ces faux souvenirs-là, donc qui est le chef du programme Marvelman, va s'inspirer justement des comics de Fawcett, donc des comics de Shazam et de Captain Marvel, etc. Donc vraiment la boucle est bouclée. À partir de là, en fait, une fois que Moore a un petit peu dynamité justement cette espèce de côté, la naïveté des super-héros, ce pourquoi les super-héros sont un mensonge depuis le début, un programme de contrôle du gouvernement, etc., pour les jeunes, pour les mettre dans un moule et compagnie, on arrive vers un truc beaucoup plus pointu qui va être justement la construction du cosmique et la lutte des dieux chez Alan Moore. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, Alan Moore, il a un petit peu expliqué au lecteur comment une plante pouvait penser, enfin, en tout cas un dieu de la nature pouvait penser dans Swamp Thing, c'est-à-dire qu'il a réellement réussi à mettre des images et des mots sur l'esprit d'une plante, avec le green, etc., la mythologie, le repos, la lenteur, etc. Et ben avec Marvelman, longtemps avant Dr Manhattan, il met des mots sur un dieu. C'est-à-dire que quand le personnage civil se transforme en Marvelman, il devient une autre identité, il devient un dieu qui est capable de tout, qui est comme Superman, qui est tout puissant, qui voit plus loin, qui pense plus loin, qui est en paix avec la nature, etc. Et en fait, se pose du coup la question de, par exemple, si le super-héros enfante la femme du civil, est-ce que c'est le fils du civil ou le fils du super-héros ? Est-ce que justement, quand t'as un gamin qui a ces super-pouvoirs-là, un petit peu comme Billy Batson justement, quand il devient adulte et tout puissant, est-ce qu'il a pas une mentalité d'immonde connard, justement, de petit fasciste, un petit peu à la Geoffrey de Game of Thrones, pour prendre un parallèle un peu connu. Et du coup, il va s'organiser des batailles entre ces dieux-là, etc. Et peu à peu, en fait, on s'aperçoit que les pouvoirs qui ont été confiés à ces personnages-là viennent de créatures extraterrestres qui vont commencer à apparaître sur Terre dans la réalité, des créatures qui n'ont pas la notion de distance. C'est-à-dire que grosso modo, ils se téléportent, ils n'ont pas la notion du mouvement dans l'espace. Donc c'est super taré. Enfin, c'est vraiment du Moore qui, à l'époque... voilà, c'était les grands concepts un peu fonce-dés, un petit peu à la Mobius et compagnie de ces années 80-là, pour la génération des post-hippies, on va dire. Donc c'est ultra cosmique, c'est ultra chargé, et c'est ultra politique aussi, puisque à travers ça aussi, justement, mais Moore... est-ce que c'est facile d'accès dans ce cas, alors ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça prend vraiment le lecteur par la main dès le début. Quand même. C'est-à-dire que, grosso modo, si vous connaissez Captain Marvel, si vous connaissez ce concept même basique, en fait, de créer un nom de super-héros, enfin un nom de personnage pour vous transformer, c'est vraiment... on démarre du début, entre guillemets, avec la rupture, justement, avec Ed Miller Hanson, métaphoriquement. Le personnage a oublié qu'il avait été Marvelman, il a eu une femme, voilà, il a vécu une vie tout à fait normale et ordinaire, et puis d'un coup, il se réveille, il récupère ses pouvoirs, il interroge son origine, et vraiment, non, c'est assez perméable, c'est assez facile d'accès. Il y a un truc, justement, qui est peut-être un peu vieilli, c'est que c'est aussi, encore une fois, comme tous les comics anglais énervés de ces années 80, une charge contre Margaret Thatcher, qui est présente physiquement dans le volume, puisque, je reviens à ça, Moore aussi
va un petit peu poser la question, tu sais, le fameux truc où on sait que par exemple beaucoup de Français aimeraient bien une dictature, tu vois, c'est des trucs qui sont sortis dans les sondages ou quoi, l'idée qu'une dictature de gens éclairés, de gens qui ont le bien de l'humanité en premier objectif serait une bonne chose pour un pays. Et ben là, en l'occurrence, du coup, Alan Moore met Marvelman sur la route en fait de la gouvernance mondiale. C'est-à-dire que Marvelman va créer une utopie, va créer une Angleterre totalement fantasmée dans laquelle il n'y a plus de guerre, dans laquelle il n'y a plus de pauvres, dans laquelle il n'y a plus d'argent, plus de politiciens, plus de pouvoir traditionnel. Et en fait, c'est vraiment une première bible de toute l'écriture de Moore sur à la fois la déconstruction des comics de super-héros en général, mais aussi sur la pensée de Dieu, sur la politique, sur justement ce que lui il ambitionne comme monde plus apaisé. C'est vraiment un volume très complet qui du coup effectivement va de 0 à 100 en 15 secondes parce que on passe d'une blague méta sur le super-héros à un truc vraiment très cosmique et c'est très érudit en plus chez Moore, tu vois, il y a plein de références culturelles sur les batailles de titans, etc. qui sont très bien fichues, et vraiment pour moi c'est une BD qui vous donne envie en fait d'aimer Moore, c'est une BD qui vous donne envie de vous poser des questions sur pourquoi les super-héros ne sont pas aussi bien écrits en général, parce que vraiment ça pose des questions que les super-héros devraient se poser plus souvent, notamment Superman. Justement, on sait qu'il y a eu plein de grands volumes sur Superman par rapport à la politique, par rapport au réel, par rapport au Golden Age et compagnie. Mais là, vraiment, c'est une leçon, en fait. C'est une leçon sur pourquoi les super-héros, ça ne marche pas comme ça devrait marcher, et pourquoi, justement, ils pourraient aller plus loin, ils pourraient être plus proactifs et compagnie. Il y a vraiment des réflexions hyper intelligentes, hyper méta, et j'ai envie de dire même que si vous êtes comme moi, on sait qu'actuellement, on vit une époque compliquée au niveau politique et compagnie. Le présent que crée Miracleman à la fin de la série Miracleman, il est assez rassurant. Je veux dire, c'est un monde gouverné par un dieu bienveillant qui est Superman en fait, du coup, qui pense vraiment au bien des gens, qui va se concentrer sur les arts, sur le bien-être des citoyens, sur la fameuse courbe du bonheur et compagnie. Privé, tu sais, il y a une case qui est hyper marrante. En fait, on te dit, mais du coup, il y a plus vraiment de gens qui sont malheureux, sauf les anciens dictateurs et les anciens banquiers qui du coup participent à des séminaires de remise en forme parce qu'en fait ils font des dépressions nerveuses puisque ils n'arrivent plus à donner d'ordre aux gens et les gens ne leur obéissent plus, tu vois. Et tu vois dans le truc un mec qui ressemble un petit peu à Georges Bush-père qui dit j'ai dit à un mec l'autre jour de me filer sa bagnole, il l'a pas fait, et tu sais ils font en sanglots, tu vois, entre guillemets, comme l'ancien monde qui justement n'arrive plus à tempériser un petit peu la révolution. Donc c'est vraiment, c'est une BD, c'est un chef-d'œuvre, hein, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Ça a été réédité par Panini Comics, du coup, effectivement, il y a quelques années, sous le nom Miracleman, puisque, effectivement, ce n'est plus... comment dirais-je, c'est un peu compliqué, en fait, l'histoire de Miracleman. Je peux faire une aparté là-dessus, Arnaud, peut-être ? Oui, vas-y, allez. Ah, c'est gentil, ça, merci, Arnaud, t'es vraiment un mec bien. Hein. Bah, de rien. Bah oui. Mais grosso modo... Je suis comme ça, hein. Grosso modo, les droits des personnages de Marvel UK ont un peu vivoté pendant un assez long moment. Et à une époque, justement, il y avait ce grand débat sur qui était Captain Marvel. C'est-à-dire que Marvel avait créé un Captain Marvel parce que à un moment donné, Fawcett s'était arrêté de publier. Du coup, Marvel a profité pour récupérer le copyright Captain Marvel qui est devenu le personnage qu'on connaît, et Miss Marvel, et ensuite Captain Marvel, Brie Larson, Carol Danvers, pardon. À côté de ça, du coup, DC a racheté Fawcett, racheté une partie de Fawcett et a créé Captain Marvel, mais Shazam. Et en parallèle, du coup, le Marvelman lui-même a un peu disparu, et il est revenu en fait en 2001, si je dis pas de bêtises, dans Hellspawn 6, par Todd McFarlane en fait, qui a considéré qu'il avait racheté les droits parce qu'il s'était adressé à Marvel. Il leur avait dit: est-ce que je peux créer un Marvelman à moi? Et Marvel lui avait répondu: bah oui, non, c'est pas à nous, on s'en branle, tu vois, vas-y, prends-le. Et donc il s'appelait Man of Miracles à l'époque, et Neil Gaiman avait dû faire un procès à Todd McFarlane, qui en fait n'avait pas acheté les droits au créateur Michelangelo original du personnage de Marvelman. Et c'est pour ça que Neil Gaiman avait fait Marvel 1602 pour se payer le procès contre Todd McFarlane. C'est pour ça d'ailleurs que Marvel 1602 est dédié à Todd McFarlane, en hommage à cette grande lutte. McFarlane a perdu son procès, et la Marvel, évidemment, après le procès, a bondi sur l'occasion, a racheté la série Marvelman originale, les droits, etc. Et actuellement, d'ailleurs, on attend encore la fin du volume de Neil Gaiman, qui était passé juste derrière Alan Moore pour écrire la suite du Miracleman, donc du Marvelman Miracleman de Alan Moore. Donc c'est quand même une série qui a enfanté et Alan Moore et Neil Gaiman, qui est toujours pas finie d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment un monument des comics, un monument des comics de super-héros, de l'histoire aussi même de ce grand conflit autour des personnages de Captain Marvel, Shazam, Miracleman et compagnie, qui est vraiment un truc d'érudition nationale par rapport aux procès qui se font et compagnie, qui remonte à Mad Magazine. Enfin bref, je pourrais en parler pendant des heures. Mais grosso modo, c'est dispo en français, et c'est vraiment c'est une belle frappe. En plus, la recolorisation qu'ils avaient fait à l'époque était assez agréable par rapport au vieux volume que moi j'avais lu en VO. Donc je vous la conseille carrément, et de vous intéresser un petit peu à tout ce côté Marvel UK, parce que il y a quand même
énormément de grandes choses qui sont sorties de là. C'est un peu le 2000 AD parallèle justement pour les super-héros de l'Angleterre. Donc voilà, de la bonne frappe et de la bonne lecture. Très bien. Bah écoute, je te remercie. Alors sur la disponibilité VF, en même temps que tu me causais, je vérifiais quand même parce que il semblerait que l'édition française, la dernière en date, en fait, est quasiment introuvable parce que épuisée, et qu'elle n'a pas été rééditée chez Panini Comics. Donc voilà, c'était en Marvel Deluxe, c'était ressorti entre 2014 et 2016, mais du coup, n'hésitez pas à partager ce podcast et à faire savoir votre envie de pouvoir découvrir cette excellente BD, comme ça, peut-être que Panini le rééditera prochainement. Et On ne peut-être. sait pas, et sinon on vous encourage à lire la VO de toute façon, puisque ça reste voilà un très bon effectivement un très bon comics à découvrir. Corentin, je te remercie une fois Ça de m'a fait plus plaisir. de nous avoir prodigué ces conseils de lecture. On espère que ça vous plaît toujours autant et on vous dit rendez-vous dès demain pour la suite des back issues du reconfinement. Salut. Salut.